Bonjour, bon après-midi, bon matin, bon début de journée, bon après-midi, bonne soirée peut-être. Nous voudrions vous dire combien nous sommes heureux, Yves et moi, le comité scientifique, le comité organisateur, de nous retrouver tous ensemble de manière virtuelle pour réfléchir sur la décolonisation et les musées, une question qui prend encore plus d'importance au 21e siècle. Mais nous voudrions d'abord commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons, en fait, à Montréal, font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Mohawk. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Décoloniser la muséologie, musée, métissage et mythes d'origine, tel est le thème de ce symposium. C'est ce qui nous occupera tout au long de ces 4 jours et de manière fort stimulante. Le but annuel de l'ICOFOM, le but de la réunion annuelle de l'ICOFOM est de créer un forum international pour un débat de haut niveau sur un sujet muséologique. Je vous invite tous à y prendre part de manière active. I would like first to tell you how much we are delighted, Yves and me and the scientific committee and the organizing committee, to be able to be all together in a virtual mode to discuss decolonization and the museum, topic which is of so great importance, namely in the 21st century. Decolonizing museology, museum, mixing, and myths of origin, this is a general theme for the symposium. As we all know, the purpose of the ICOFOM annual meeting is to create an international forum for high-level discussion on a museological topic. I invite you all to take an active part in it. Me gustaría darles la bienvenida y decirles tu felices que somos de estar todos aquí virtualmente para reflexionar sobre la decolonización en el mundo de los museos, una cuestión de gran importancia en el siglo XXI. Decolonizando la museología, museos, métiers y mitos de origen, este es el tema de este simposio. Esto es lo que nos mantendrá ocupando durante estos 4 días tremendamente estimulantes. El propósito de la reunión anual de ICOFOM es crear un foro internacional para una discusión de alto nivel sobre un tema museológico. Los invito a todos a participar activamente. Yves? Oui, merci Michel. Alors, quand Michel Rivet et moi avons présenté ce thème lors de la conférence générale de l'ICOM à Kyoto en septembre 2019, nous avions en tête cette thématique depuis déjà plus d'1 an. Le thème de la décolonisation des musées était déjà dans l'air du temps. Il nous semblait en fait essentiel de poser la question de la décolonisation des musées, mais aussi la décolonisation de la muséologie comme discipline. Et lors des débats autour de la proposition de définition à Kyoto, nous avons pris en fait la pleine mesure des remous qui traversaient le monde des musées sur la scène internationale. De toute évidence, la décolonisation des musées était en marche et de nombreux muséologues de plusieurs pays choisissaient de rompre avec la tradition et la vision traditionnelle du musée. Dans l'appel à communication, nous posions la question suivante. Dans la perspective de la nouvelle proposition de définition du musée présentée à Kyoto, les musées s'engagent-ils vraiment dans un dialogue critique sur le passé et l'avenir des nations et des communautés? En d'autres termes, les musées s'engagent-ils véritablement sur la voie de la décolonisation ou entretiennent-ils encore les mythes de sociétés homogènes? Voilà donc les questions initiales qui ont conduit ICOFOM à proposer ce 44e symposium. L'appel à la proposition a été lancé, il faut le rappeler, au moment même où la pandémie de la COVID-19 déferlait sur la planète et que les frontières se refermaient, en même temps que les musées étaient condamnés à fermer leurs portes. Les visiteurs et plus particulièrement les touristes
n'avaient plus d'autre choix que de retourner chez eux, personne n'avait envisagé une telle crise mondiale. Mais paradoxalement, alors que de nombreux gouvernements favorisent le maintien des services dits essentiels, les musées, comme les salles de spectacle, les cinémas, ont été jugés dangereux, en tout cas pour la propagation du virus. Euh, mais le rôle du musée n'est-il pas précisément à l'opposé même du confinement? L'institution muséale propose une ouverture au monde, un espace de contemplation et de réflexion sur la culture. En fait, les musées favorisent le vivre ensemble. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu autant peut-être besoin des musées pour traverser une crise internationale que celle que nous vivons. Vivre ensemble, ça implique des responsabilités et à ce chapitre, les musées se sont engagés dans une réflexion sur leurs propres responsabilités à l'égard du colonialisme. Le mouvement de la nouvelle muséologie a certainement contribué à cette autocritique du rôle social des musées à l'égard de la culture. Le thème de la décolonisation traverse depuis quelques années les réflexions de la communauté muséale internationale. La décolonisation pose la question de l'origine d'un pays, de sa propre culture. Et cette problématique, elle apparaît fondamentale dans les expositions de synthèse des musées nationaux qui proposent des récits donnant un sens au mythe d'origine des nations, que l'on associe également au mythe d'identification et qui participent à la construction des identités collectives. Aussi, jusqu'au début du 21e siècle, les musées canadiens, par exemple, proposaient une histoire nationale qui débutait avec la découverte de l'Amérique par les Européens au 16e siècle. La période de contact entre l'Ancien et le Nouveau Monde devenait alors le point zéro de l'histoire de la culture. Cependant, peut-on ignorer que les peuples autochtones venus d'Asie il y a près de 15 000 ans ont parcouru, occupé, transformé le territoire nord-américain pendant des millénaires avant l'arrivée des Européens. Ces différents points de vue sont visibles d'ailleurs dans les musées nationaux canadiens qu'on aurait eu la chance de visiter si on avait pu se rencontrer tel que c'était prévu à Montréal, à Québec et à Ottawa. Mais je reviens aux musées nationaux, il a fallu des actions d'éclat de la part des Premières Nations pour que les musées nationaux prennent conscience de leurs responsabilités à l'égard de la décolonisation et que les associations muséales et le gouvernement s'impliquent dans ce processus d'émancipation. C'est pourquoi il nous a semblé essentiel d'ouvrir ce symposium en donnant la parole à une femme, Elizabeth Kane, qui s'est engagée pour que la voix des premiers peuples soit entendue dans la conception de l'exposition de synthèse C'est notre histoire, qui raconte la culture autochtone du Québec au Musée de la civilisation. Plus que jamais, la question de la représentation des communautés culturelles et autochtones dans les musées est fait débat. Il y en est de même de la délicate question de la restitution des œuvres d'art, des collections aux communautés d'origine. Il en sera question longuement pendant ce symposium. On est en droit donc de se demander quelle place accordent les musées à la culture des communautés culturelles et des Premières Nations dans les collections nationales, mais aussi dans les expositions de synthèse consacrées aux grands récits nationaux. Or, jusqu'où doivent aller les musées dans la décolonisation et le processus de réparation? Au Canada, nous pensons spontanément au rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Si la décolonisation des musées s'est retrouvée au cœur de la remise en question fondamentale de la fonction sociale du musée dans le cadre du débat du Conseil international des musées, à Kyoto, toujours, il faut par ailleurs rappeler que cette question-là, elle n'est pas nouvelle et qu'elle refait périodiquement surface dans le monde des musées, puisqu'elle est notamment reliée à la problématique de la restitution des œuvres et des objets aux communautés d'origine. Et comme elle s'inscrit dans une perspective géopolitique de la muséologie, la décolonisation est à l'ordre du jour de nombreuses associations nationales de musées. On y reviendra. Au moment d'écrire l'introduction des matériaux pour discussion que vous pouvez trouver sur le site, la pandémie du coronavirus bouleversait le monde des musées. Nous écrivions, Michel Rivière et moi, il est difficile d'imaginer quelle forme prendront ces débats, mais il est acquis
qui nous amèneront à mieux comprendre la mission des musées au 21e siècle et à mieux saisir le mouvement des nouvelles muséologies amorcé il y a près de 50 ans et qui a fini par remonter au sommet des divers sous-comités du Conseil international des musées. Pourquoi? Pour remettre en question les dogmes de la muséologie. C'est ce que nous souhaitons pour ces 4 journées de symposium. Enfin, l'ouverture aux autres cultures nous semble plus que jamais nécessaire, il faut se le rappeler. C'est pourquoi, en guise d'introduction, nous avons choisi de rappeler la pensée d'un muséologue canadien, Roland Harpin, qui a joué un rôle aussi probablement structurant que celui de Georges-Henri Rivière au Syndicom pour la muséologie nord-américaine. Dans un colloque à Bruxelles en 1999, Roland Harpin revenait sur la place que le musée accorde à la diversité dans sa programmation et il précisait ceci, je le cite, « Plusieurs thèmes d'exposition permettent de connaître et conséquemment de mieux comprendre des groupes et des modes de vie moins familiers. Dans tous les cas, la volonté du musée est de combattre l'exclusion, de favoriser l'intégration sociale et culturelle. Notre pari est que seule une meilleure connaissance des uns et des autres peut générer compréhension, respect et solidarité et conséquemment développer une société plus accueillante, ouverte, tolérante, solidaire et mature. Si cette réponse a été donnée il y a près de 22 ans, le propos se révèle aujourd'hui proche de la proposition de musée présentée à Kyoto en 2019. C'est pourquoi les nombreux textes que nous a laissés Roland Harpin se révèlent encore aujourd'hui d'une grande actualité, car le projet de musée, c'est ce que nous croyons, n'a pas changé. Harpin ne l'envisageait pas comme un temple, mais comme un observatoire de la culture, c'est le terme qu'il utilisait, et un lieu de rencontre. Micro, Michel, je crois. Est-ce que c'est mieux maintenant? Je suis désolée. Alors, je te disais merci, Yves, et je voulais vraiment souligner, avant tout autre commentaire, combien monsieur le professeur Yves Bergeron est celui grâce à qui, en tout premier, ce symposium a été rendu possible. À nouveau, merci, Yves. Ce symposium s'inscrit dans le travail que mène actuellement ICOFOM, travail qu'il mène à partir d'un projet spécial dont le titre est Musée et Action communautaire et décolonisation, que l'ICOFOM mènera jusqu'en 2021, pardon, jusqu'en 2022 à tout le moins, et qui a déjà finalement eu plusieurs conférences qui ont été organisées, des webinaires et plein d'activités. Ce projet-là, Musée Action communautaire et décolonisation, se fait en collaboration avec ICOM LAC, avec ICOM Brésil, ICOM Chili, ICOM Canada et également 2 comités, MINOM et le MAC. Donc, ce projet vise véritablement à favoriser les débats internationaux et à développer les bases théoriques de la pratique muséale relative aux revendications des groupes minoritaires pour conduire ainsi à la décolonisation de la pratique muséale. Je me contenterai de nommer quelques conférences qui se démarquent, entre autres, notamment celle de Rio de Janeiro en décembre 2020, l'expérience muséale, Musée, Action communautaire et décolonisation, celle qui aura lieu en avril 2021, cet avril, le mois prochain, à St. Andrews en Écosse, Musée et Action communautaire, décoloniser le curriculum, et enfin, celle qui est déjà programmée, mais dont le thème n'est pas véritablement parfaitement peaufiné, et qui se déroulera à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. C'est donc dans ce contexte que nous regarderons tous ensemble cette semaine là où nous en sommes et la route qu'il nous reste à parcourir sur ce long chemin de la décolonisation des musées. Il m'apparaît extrêmement important d'adresser des remerciements aux personnes aux institutions qui, sans elles, auraient fait enfin, je m'excuse, je me reprends, de m'adresser donc des remerciements à ces institutions, à ces personnes qui ont permis finalement que nous puissions tenir ce symposium.
Tout d'abord, évidemment, les membres du comité scientifique canadien. Ils se retrouvent tous mentionnés sur le site web du symposium. Quelques membres aussi du bureau de l'ICOFOM, et je voudrais tout particulièrement signaler Bruno Brulon-Soares, le président d'ICOFOM, Anna Lechensko, la vice-présidente, et Marion Bertin, la secrétaire. Merci, merci à vous tous. Aussi, en deuxième lieu, ceux et celles sans qui le symposium n'aurait pas eu lieu et qui ont, par conséquent, contribué financièrement à sa réalisation, parce que, bien sûr, les frais d'inscription, n'ayant aucun frais d'inscription, nécessairement, on devait trouver des fonds quelque part. Et finalement, les demandes qu'on a faites ont été très favorablement accueillies. Je voudrais signaler ICOM Canada, le programme de muséologie et la chaire de recherche sur la gouvernance des musées, tous deux de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, le CELAT, Centre sur les arts et la culture de l'UQAM et de l'Université Laval, et enfin la chaire de recherche du Canada en muséologie citoyenne de l'Université de Montréal. Aussi, il est essentiel de mentionner ceux qui interviendront. C'est eux qui nous donneront la substance sur laquelle nous réfléchirons. Et je pense en particulier en tout premier aux grands conférenciers, aux grandes conférencières. André Delpouech, directeur du Musée de l'Homme à Paris, Colonisation et esclavage pour une nécessaire et juste place en patrimoine et en musée. Tel est le thème de son exposé. Quel sera le thème de son exposé? Elisabeth Kane, titulaire de la chaire UNESCO, la transmission culturelle chez les premiers peuples comme dynamique du musée de l'empowerment, qui traitera du récit d'une incursion autochtone en territoire muséal. Elisabeth, Yves lui a fait référence tout à l'heure. Elisabeth est vraiment une incontournable et la première incontournable entre tous. Demain matin, nous aurons Emmanuel Casaré-Roux, président et directeur général du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Le musée du Quai Branly, à l'heure du décentrement du regard, tel sera son propos. Mercredi, nous aurons Cynthia Chavez-Lamar, Acting Associate Director for Collection and Operation at the Smithsonian National Museum of the American Indian in Washington. Le titre de sa communication, Looking Back and Moving Forward at the Smithsonian National Museum of the American Indian. Et enfin, jeudi matin, nous aurons Ruth Philippe, titulaire d'une chaire de recherche du Canada, professeure émérite à l'Université Carleton à Ottawa, Changing Up the Museum, Cultural Translation and Decolonial Politics. Sa communication, elle la présentera en français. Merci évidemment aussi aux quelques 43 personnes qui présenteront des communications ainsi qu'à leur président de séance. Évidemment, merci à toi, Bruno, de nous faire le rapport de synthèse à la toute fin du symposium. Merci aussi à tous ceux qui sont inscrits. Vous venez des Amériques, du Nord et du Sud, de l'Europe continentale, de l'Europe orientale, du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient. Vous venez de plus de 20 pays. Nous sommes actuellement plus de 1000. Nous sommes vraiment tous ensemble. Et si tant est que ce soit difficile de travailler en virtuel, ben finalement, ce virtuel nous permet d'être encore plus nombreux ensemble pour avoir une discussion sans doute encore plus féconde. Enfin, je voudrais remercier le comité organisateur. Leurs noms sont au programme, notamment la coordonnatrice générale, Camille Labadie, et son équipe, Eddie Weber, Annalou Galassini, Lauriane Norris. Ce sont elles qui assureront le bon déroulement de toutes les séances qui commencent maintenant. Également aussi, bien sûr, le service audiovisuel de l'UQAM, Marc Vallière, appuyé en ce par Emmanuel Château-Dutier, membre du comité organisateur du symposium, professeur de muséologie à l'Université de Montréal et spécialiste de toutes ces questions virtuelles. Enfin, en terminant, bien sûr, je veux aussi remercier nos interprètes qui interviendront lors des grandes conférences. So, I wish you all an excellent symposium. Welcome to Montreal. Nos deseo un excelente symposio. Bienvenidos a Montréal. Je nous souhaite à tous un excellent symposium. Bienvenue à Montréal.
Alors, nous sommes prêts maintenant pour entendre Elisabeth Kane, dont les propos seront extrêmement enrichissants et stimulants. À nouveau, merci Elisabeth d'être avec nous. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette riche programmation, particulièrement avec la présentation, comme vient de le mentionner Michel, la présentation d'Elisabeth Kane, qui est aujourd'hui professeure retraitée, mais dans une retraite très active de l'Université du Québec à Chicoutimi, au Québec. Elisabeth est d'origine de la nation Wendat, dans la région de la ville de Québec, et travaille depuis maintenant près de 30 ans sur les différentes thématiques, sur les différents enjeux qui vont être abordés pendant ce congrès. Elle a travaillé étroitement avec différents musées, différentes institutions culturelles des premiers peuples, par exemple le musée Innu de Mashteuiat sur lac Saint-Jean, au Québec, ou la Maison de la culture Innu d'Equanichi, toujours au Québec. Elle a également participé au développement de projets d'exposition pour des musées nationaux. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontrée en 2010, au moment du renouvellement de l'exposition phare du Musée de la civilisation à Québec, une exposition qu'elle a réalisée dans une démarche collaborative qui est intitulée « C'est notre histoire, les Premières Nations et les Inuits au XXIe siècle », qui a été salué par le prix du gouverneur général du Canada en muséologie. Elisabeth aura certainement l'occasion d'y revenir, et Yves a mis en fond d'écran justement quelques objets importants de cette exposition. Spécialiste du développement de méthodologie collaborative pour l'auto-représentation des premiers peuples, elle a fondé la Boîte Rouge Vif, un organisme autochtone à but non lucratif, ainsi que le groupe de recherche Design et Culture Matérielle. Dans le cadre de ces deux projets, et par la co-création avec les Premières Nations et les Inuits, elle s'est consacrée et se consacre d'ailleurs toujours à la production de nombreux outils de transmission culturelle et à l'étude de leurs impacts. Depuis 2017, elle est co-titulaire de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples, comme dynamique de mieux-être et d'empowerment. Nommée au Cercle d'excellence de l'Université du Québec en 2015, elle a dirigé plusieurs publications, parmi lesquelles Passage migratoire, valoriser et transmettre les cultures autochtones, design et culture matérielle, avec Élise Dubuc, le petit guide de la grande concertation, création et transmission culturelle par et avec les communautés, avec la collaboration de Denis Bellemare, Olivier Bergeron-Martel et Pierre de Coninck. Et enfin, l'ouvrage qui reprend les riches contenus du processus de renouvellement de l'exposition du musée de la civilisation, Voix, visages, paysages, les premiers peuples et le XXIe siècle, avec Jean Tanguay et Jacques Curtness en 2016. Je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Kane pour une conférence intitulée « Récit d'une incursion autochtone en territoire muséal ». Il faut savoir que cette conférence a été préenregistrée pour des raisons techniques, mais Elisabeth est avec nous et la présentation sera suivie d'une période d'échange et de questions. Je vous rappelle que vous pouvez adresser vos questions dans la boîte de dialogue sur Zoom. Merci beaucoup. On peut lancer, je pense, la présentation. Bonjour tout le monde. Je remercie Laurent pour la présentation que tu as fait, Laurent, même si je ne l'ai pas entendu puisque je préenregistre ma communication. Mais je serai avec vous lundi après la présentation de celle-ci pour pouvoir discuter avec vous. Je vais aussi remercier le comité organisateur, le comité de Montréal qui a organisé, je pense, à l'initiative de M. Bergeron, ce colloque, ICOFOM, et remercier tous les membres du comité d'avoir bien voulu me faire confiance pour inaugurer. C'est un honneur et une responsabilité.
Et j'espère que ce que je vais partager avec vous va savoir susciter des réflexions pour l'avenir des projets qui m'intéressent. Donc, le choix de mon titre ici, d'une incursion autochtone en territoire muséal. Incursion, parce qu'une incursion, c'est quelque chose d'un peu volé ou de temporaire, un peu accidentel peut-être, et en territoire muséal, parce que c'est véritablement un territoire qu'il faut savoir, dans lequel il faut savoir entrer, se véhiculer, se mouvoir dans ce territoire-là qui n'est pas le nôtre. En tout cas, moi, c'est un milieu où j'ai de la difficulté à me sentir chez moi. Et on va faire le tour un petit peu d'expériences que j'ai vécues qui peuvent peut-être expliquer ça. Et commencer tout de suite avec une citation de M. Lucien Saint-Onge, qui est sur le comité des sages de la chaire UNESCO en transmission culturelle, dont je suis co-titulaire avec M. Mathieu Cook. Donc, pour y arriver, tu dois d'abord désapprendre ce que tu sais. Présentement, ce n'est pas toi qui m'écoutes, c'est tout le conditionnement que tu as reçu. Donc, c'est un peu ma conclusion, dans le fond, avec laquelle je commence, c'est que si, en contexte muséal, si on ne désapprend pas de la façon qu'on a de mettre en exposition une culture autre que la sienne, on va avoir des écueils, comme j'en ai connu là, à répétition. Vous dire tout de suite où moi je me situe dans ma volonté de faire du travail de collaboration le plus vrai et efficace possible avec les Premières Nations. Donc, on a ici une échelle de niveau de collaboration pensée par Beuret en 2006. Le carré jaune, c'est vraiment où on tente de travailler, dépendant des étapes de production d'une exposition. On va se situer soit en coopération avec nos partenaires autochtones, je travaille avec eux en coopération, où on va viser l'idéal qui est l'action collective, donc le carré supérieur, où c'est vraiment la communauté elle-même, le partenaire lui-même qui est capable de réaliser l'ensemble des étapes et de prendre toutes les décisions. Ça vise vraiment là, cette étape-là, que ce soit un accomplissement pour tous, hein, autant dans un contexte muséal, par exemple, le personnel du musée, l'institution, la direction, que le partenaire à qui on a permis de s'exposer, de parler de sa culture, que tous vivent vraiment une opération d'accomplissement, une expérience. Le plus souvent, on va réussir à travailler entre les étapes de la négociation, c'est-à-dire que ça va prendre pas mal de compromis de part et d'autre, et on peut atteindre concertation aussi, mais rarement dans le contexte que j'ai travaillé, la véritable action collective, ça prend des années pour arriver à ça. Le plus souvent, dans le contexte muséal, historiquement, on s'est contenté des niveaux de consultation. Alors, parfois, avoir une journée de consultation avec les gens des Premières Nations, puis ensuite que tout se fasse à l'interne. Et à certains moments, on tombe vraiment dans la conformité, dans la façon qu'on a travaillé, qu'on travaille depuis des années, c'est de tout faire à la place d'eux et de vouloir à tout prix conserver le pouvoir là, sur les contenus, sur le choix des contenus et des objets, etc. Donc, on vise, je vous rappelle, le carré jaune. Comment, pour moi, qu'est-ce qui a été pour moi le contexte d'exposition dans le travail que j'ai fait, qui vise toujours l'empowerment des individus et de la culture et des communautés autochtones. C'est vraiment un outil de valorisation, encore une fois, de l'individu et de sa culture. Donc, utiliser beaucoup la création pour donner une occasion d'autoconstruction aux individus à travers la création. Je sais que c'est un outil extrêmement puissant pour ça. Et exposer son travail dans des étapes de mise à vue
progressive, d'abord dans son groupe, ensuite à sa famille, ensuite à sa communauté, ensuite dans un contexte intercommunauté, etc. Donc, les compétences et l'assurance vont augmenter à chacun de ces niveaux-là. Donc, la mise en exposition, pour moi, est vraiment un outil d'empowerment. Dans des contextes vraiment interculturels, ici au Brésil, avec 5 communautés Guarani, donc on a travaillé 8 ans dans ces communautés. Donc, l'exposition, c'est un outil pour faire comprendre à la communauté au complet ce que certains membres de sa communauté participent à faire, les formations qu'ils suivent, donc des petites expositions à toutes les semaines pour que les gens de la communauté puissent suivre le développement des projets qui visent toujours la mise en valeur culturelle. Donc, à travers ce travail-là a commencé à peu près en 91. Il y a eu des expériences en contexte inuit aussi avec des enfants, en contexte autochtone avec plusieurs artisans. Donc, je ne peux pas toutes les énumérer ici, mais suite à ces expériences-là, il s'est détaché qu'il y avait à peu près 6 grandes étapes qu'il fallait essayer de respecter dans n'importe quel projet qui vise la mise en valeur culturelle et personnelle. Et si on regarde le carré rouge à droite, c'est vraiment là qu'on arrive dans la création comme lieu d'autoconstruction, puis la création comme lieu de diffusion et transmettre, pas seulement créer des outils de transmission, mais aussi participer à leur transmission, parce que ça aussi, d'être partie prenante de la transmission des outils de transmission que j'ai développés, fait partie du développement de la personne. Différentes expositions là, autour desquelles, à partir desquelles les réflexions que vous allez voir se sont construites. L'exposition en contexte de grand musée. J'apporte votre attention sur la forte présence de la vidéo, hein, qui est pour nous, la boîte rouge vif et le projet Design et culture matérielle, 2 entités que j'ai créées. C'est vraiment l'outil essentiel pour qu'on soit en contact direct avec la parole vivante et avec les gens contemporains qui nous sont contemporains. Des expositions pensées avec des communautés pour leur musée de communauté ou leur maison culturelle, donc quelques expériences aussi, ici à Equanichit. Une expérience dont je ne parlerai pas beaucoup parce que je suis en plein dedans présentement comme scénariste, donc dans un musée montréalais. Et toutes ces expériences-là donc, participent à améliorer, on espère, les méthodes avec lesquelles on travaille. Donc, pour moi, c'est un travail tellement simple et je ne comprends jamais pourquoi ça ne s'inscrit pas facilement dans un musée. Donc, première chose, quand j'invite une culture à venir parler d'elle-même dans mon musée, première chose, c'est de demander au porteur de cette culture-là, mais qu'est-ce que vous voulez dire? De quoi on va parler ensemble dans nos murs à propos de vous? Ensuite, il faut demander comment vous voulez le faire, parce que c'est une grosse partie du message en exposition. Hein? Si je ne contrôle pas l'esthétique, si je ne contrôle pas la circulation, si je ne contrôle pas les médiums, si je n'ai aucun contrôle sur toute la matérialité de l'exposition, je perds 50% des lieux d'expression du message. Ensuite, quand je pose ces questions-là, il faut que je les entende. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi. Des gens qui ont toujours été à côté de moi dans toutes les rencontres qu'on a faites, qui ont entendu la même chose et qui ne retiendront pas ces informations-là dans tout le processus de développement de l'exposition. Donc, entendre, mémoriser, excusez-moi, je ne sais pas sur quoi je touche, mémoriser, même chose, sur des processus qui peuvent prendre 3-4 ans de travail collaboratif pour le développement d'une expo. Si on ne se souvient pas de l'étape 1, 2 ans plus tard, on va avoir encore là des manques. Hein. À chaque étape, on perd du contenu. Donc, il faut mémoriser, il faut développer les outils pour le faire.
Puis il faut mettre en place ce que la réponse exige. La réponse qu'on m'a donnée, qu'est-ce que ça exige? Il faut que je le mette en place. Et il faut que je valide sans cesse tout le long du processus. Donc, c'est assez simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Donc, quand un grand musée m'a approché pour me consulter sur comment on devait travailler avec les Premières Nations, donc pour l'exposition précédente, il y avait eu un comité consultatif, je pense c'est une journée, peut-être sur 3 journées. Alors, pour moi, c'était évident qu'il fallait pousser plus loin. Hein. C'est toujours comment on peut aller plus loin à perfectionner notre travail avec les Premières Nations. Donc, il fallait commencer par réunir des représentants des 11 principales nations, pas principales, les 11 nations du Québec, et de discuter avec eux comment on devait procéder, quelle communauté choisir pour représenter les nations, etc. Donc, ça, c'est passé, je pense, c'était au moins 2 jours, peut-être 3. De là, on a passé un programme, mon équipe, en collaboration là, avec le musée, sur comment il fallait, non seulement il fallait poser des questions, mais il fallait les poser à des gens qui vivent cette culture-là au quotidien, des gens vivant dans les communautés autochtones. Le musée avait déjà commandé des rapports historiques à des universitaires et je n'ai jamais voulu les lire. Non. On s'en va demander aux porteurs de culture eux-mêmes ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'ils veulent dire. Alors, c'est un programme où on a visité 18 communautés et une équipe de 5 personnes, toujours avec un représentant ou une représentante du musée, dépendant des périodes. Et vous avez ici un ensemble d'activités hein, qui portaient en gros sur 5 jours, extrêmement dense pour essayer de tirer le maximum de notre présence dans la communauté. L'outil principal, c'est la conversation et ça, c'est vraiment un outil qu'on m'a appris à utiliser chez les Guaranis, donc les sociétés orales, tout passe par le temps qu'on prend pour converser, vraiment être en échange, en dialogue. Donc, c'est vraiment ça qu'on est allé faire dans ces 18 communautés, donc de vraiment regrouper des gens. C'est un énorme travail, hein, je dois dire, c'est une personne embauchée par le musée qui faisait toute la coordination avant que nous arrivions avec un coordonnateur interne à la communauté et l'organisation de ça est immense. Donc, des rencontres avec des groupes d'aînés, des groupes de jeunes, d'adolescents, jeunes adultes, toujours faire en sorte d'avoir la parité homme-femme et aussi faire des discussions intergénérationnelles à travers ces groupes plus spécifiques d'âge-là. Excusez-moi. Autre question qu'on pose, c'est la première journée d'ailleurs, quand on arrive, c'est qu'une personne de la communauté nous fasse visiter sa communauté. Donc, quel est votre territoire? Où vivez-vous? Hein? Où votre vie se vit-elle actuellement? Et qu'est-ce que c'était ce territoire-là traditionnel avant? Et ça, c'est vraiment une journée fantastique où on se laisse guider par un guide qui nous présente sa communauté. Ensuite, ce sont les inventaires. Donc, qui sont les experts dans la communauté? Alors, un va nous indiquer une autre personne. On va se promener comme ça, on va visiter les gens. Tout ça est filmé, enregistré. Ici, on a le chef Mackenzie à Metimecoche. Donc, qui, à chaque fois, on essaie d'avoir quelqu'un qui nous présente le territoire ancestral à partir des cartes. Tous les projets spéciaux, hein, être à l'affût des opportunités, on est là, on est tout oui, caméraman, photographe, intervieweur, direction de projet, etc. Et il faut être à l'affût de tout ce qui se passe dans la communauté, si on est là 3-4 jours, et de vite prendre les opportunités qui se présentent. Donc ici, une dame, par exemple, qui est venue nous voir, nous demander de filmer l'utilisation et le sens du Tikinagan, le porte-bébé. Et lors d'un voyage en train, se déplaçant de cette île à Shefferville, il y avait 2 aînés sur le train et
on a sauté sur l'occasion de discuter avec eux. Une entrevue qui finalement a duré 8 heures sur un voyage de 12 heures en train. Donc, super important de ne pas laisser les occasions qui se présentent. Alors, on scénarise pas avant de partir. Et ça, c'est une des grosses différences avec le travail en musée. On crée les opportunités, on est là, on ramasse, on cueille, hein, comme cueillir des fruits, des fleurs, puis on verra après ce qu'on pourra faire avec ça. On laissera ça nous parler pour voir quoi faire avec. Donc, il n'y a pas de pré-scénario puisque je veux laisser toute la place à la personne que je m'en vais visiter. Les périodes de validation sont super importantes. Dans la semaine de consultation que je viens de vous présenter, la semaine type, le vendredi est toujours à la validation. Donc, tous les gens que nous avons interviewés, nous avons tout verbatimé. C'est un travail énorme hein, pour les équipes. Pour ça, je les remerciais tantôt. Donc, le soir, il faut verbatimer, il faut imprimer, il faut mettre disponibles toutes les vidéos qu'on a prises dans cet espace où les gens viennent voir si on a bien entendu ce qu'ils nous ont dit, apportent des corrections, des précisions, et c'est toujours autour d'un repas communautaire. Ensuite, le retour. Donc, souvent, les gens vont se plaindre, ben oui, les chercheurs viennent nous visiter, on n'en entend jamais reparler. Même chose pour les musées. Donc, moi, j'avais beaucoup à cœur qu'on poursuive la communication. Donc, il y a eu 700 envois. On a rencontré 700 personnes. Il y a eu 700 envois personnalisés de fait avec tous les enregistrements, toutes les vidéos, tous les verbatims, le journal de la semaine. Qu'est-ce qui s'était fait dans la semaine que nous avions été dans leur communauté. Donc, et une lettre personnalisée signée de la personne qui avait été le plus en contact avec cette personne-là. Donc, on a fait 700 envois et des appels pour vérifier si les gens, c'était comme la dernière chance de corriger leur matériel qui leur appartient. Donc, des appels pour vérifier avec eux s'il y avait quelque chose à changer. Et le contenu complet de ce qui s'est passé dans une communauté, donc tous les verbatims de toutes les personnes interviewées, etc., les photos, les CD, tout ça est retourné au conseil de bande et aux institutions culturelles de la communauté. S'il y a une bibliothèque, une école, un centre culturel, on envoyait ces documents. Suite à ça, ben, il faut traiter cette information-là. On avait 2000 pages de verbatim. Après cette concertation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ben, ce traitement-là, qu'est-ce qu'on va dire à partir de là? Ben, il faut absolument que ce soit les porteurs de culture eux-mêmes qui fassent ce travail-là. C'est une évidence. Donc, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas vu, c'est rapide, mais dans les 6 étapes du travail collaboratif avec les petits dessins là, que je vous montrais, la première, c'est s'identifier. Alors, on essaie toujours de travailler dans un lieu, un contexte où les gens peuvent s'identifier culturellement. Donc, toujours sur le territoire, un territoire autochtone, ici le camp Matakan, Manoan. Donc, ça aussi, c'est beaucoup d'organisations, hein, de déplacer les gens vers ces espaces-là. Donc, des représentants de chaque nation, de 6 nations. On a fait des groupes de 6. Et le deuxième groupe, est toujours, inclut toujours 2 membres du premier pour que la confiance s'instaure rapidement. Ces gens-là ayant déjà participé à une étape. Donc ici, 3 jours à tenter d'organiser ces 2000 pages de contenu, d'essayer de voir les thématiques qui en ressortent. Et ben, je vous passe les méthodes par lesquelles on travaille pour arriver à ça, pour arriver au résultat de ce travail-là qui va présenter 3 grandes thématiques, de 3 à une douzaine de sous-thématiques par thématique, et un centre qui est vraiment l'être autochtone, qui se définit comme un être de relation, de dynamique de relation avec l'univers, avec toutes les entités de l'univers. La dynamique est illustrée en haut à droite. Validation auprès des représentants autochtones, donc l'Assemblée MAMO, MAMO veut dire ensemble en Innu,
qui avait eu lieu au tout début, des représentants de toutes les nations qui nous avaient conseillé sur comment procéder. On leur a envoyé vraiment un kit de validation avec les contenus, les thématiques, les approches, etc. Et des appels téléphoniques ont eu lieu avec eux, des appels d'une durée d'environ 1 heure pour discuter avec eux de ces contenus-là. Quand je parlais de vérification, de validation, pour moi, ça a été un travail presque maniaque, un travail compulsif de continuellement vérifier que je ne déformais pas la parole qui m'avait été donnée. Donc, encore une fois, je ne vous montre pas l'ensemble, mais on a beaucoup d'outils de vérification, comme ici, à partir, on avait une dizaine de thématiques, on en voit seulement 5 ici, et de voir si ce qu'on avait retenu comme citation importante à placer dans l'exposition nous permettait de répondre à l'ensemble des thématiques. Ensuite, choix des objets. Encore une fois, si ce n'est pas les porteurs de culture qui choisissent les objets pour parler de leur culture, c'est plus eux qui parlent de leur culture, ce sont les conservateurs. Donc, nous avons organisé des ateliers avec les 11 nations, des représentants des 11 nations, soit dans la réserve du musée quand c'était possible, soit on s'est déplacé, comme ici à gauche à Oujébougamau, en apportant des cartables avec l'ensemble des objets du musée qui appartenaient à leur culture, chez les CRI à gauche, et Claude Kistabich, qui est archéologue, un des seuls archéologues autochtones au Québec, donc Anishinaabe, qui nous a conseillé sur comment mettre en espace les objets archéologiques aussi. Donc, ce groupe-là, ici, on a fait 5 ateliers de création. Celui-ci a réfléchi à comment mettre les objets en espace une fois que les objets ont été choisis par les 11 nations. Rapidement, il y a beaucoup plus de matériel que ça qui est sorti de ces exercices-là, mais en gros, on voulait un parcours non dirigé, non linéaire, voilà, vraiment un parcours libre dans l'espace. Pas de début, pas de fin, vraiment. Une gamme de couleurs, le noir n'existe pas dans nos motifs, par exemple. On va me dire, on veut de la couleur, on veut sentir qu'on est vivant, qu'on aime la couleur. On veut que les objets parlent, racontent à travers des mises en scène de nature artistique, à travers de la vidéo, de l'audio. Et on veut des expériences immersives qui nous font vraiment ressentir le monde autochtone. Une autre partie importante de la méthode, l'autoreprésentation, de filmer à filmeur. Encore une fois, il faut essayer d'utiliser toutes les étapes de production d'une exposition comme un lieu vraiment d'empowerment et de formation. Donc, la formation est essentielle, puis on va donner beaucoup de formation quand on travaille en communauté, donc formation en graphisme, comment communiquer, comment faire un PowerPoint, comment faire un film, une vidéo, une exposition, une petite exposition en allant vers une plus grosse. Donc, tout ça fait partie des programmes de nos ateliers. Au Brésil, c'était des programmes de 10 semaines temps plein. Puis, la formation est essentielle avec les communautés pour qu'elles prennent pouvoir sur leur expression. Et elle est essentielle au sein du musée pour être capable de travailler avec cette méthode-là, ce qui n'a jamais été fait avec les musées avec lesquels j'ai travaillé, puis c'est un gros problème. On travaille souvent en contexte interculturel et je pense que quand une équipe d'un musée reçoit une communauté culturelle, peu importe laquelle, c'est du travail interculturel. Et il faudrait revoir vraiment les méthodologies de travail à l'interne des musées pour prendre compte de cette interculturalité et qu'elle demande une adaptation constante. Je vous montre ici un exemple dans les sociétés orales comme les Guarani. Quand on demande de raconter une expérience en vue de faire une vidéo d'un sujet qu'eux-mêmes auront choisi,
Alors, cette expérience-là va se résumer dans un dessin qu'on appelle l'image globale, où le temps est non fragmenté. Et dans cette image-là, on a tout le parcours de cette communauté-là qui était partie du Paraguay pour se rendre au Brésil. Donc, comment on prépare un scénario de film à partir d'une image comme ça? Alors, les équipes ont été extrêmement créatives à développer des méthodologies qui vont tenir compte de ce mode de pensée-là et à commencer à fragmenter en personnages, en action ce dessin-là, travailler par collage, on voit François Mathieu et Maurizio, pour arriver à penser un scénario autrement que la méthode habituelle. S'adapter au contexte aussi quand on travaille dans une volonté d'empowerment. Alors ici, dans un musée de communauté, on nous avait dit en arrivant qu'il y avait beaucoup de dissensions pour ce projet-là, beaucoup de groupes familiaux qui s'affrontaient par rapport à ça. Donc, on a développé une méthode où on a commencé d'abord à travailler avec des groupes familiaux. Donc, la confiance s'est acquise rapidement. Et ensuite, par des groupes d'expertise qui pouvaient impliquer des gens des différentes familles. Et ça a été complètement un succès parce que dans les témoignages, à la fin, on nous a dit c'est un projet qui nous a réunis, on se parlait presque plus avant. Donc, suite à toutes ces expériences-là, commencer à développer le groupe de recherche avec mes collègues, développer une échelle d'évaluation. Donc, si on reprend l'échelle de Bleuret à gauche, de 0 à 7, avec l'action collective, les niveaux de collaboration, et de voir comment, dans un contexte muséal, on pouvait essayer d'atteindre les niveaux 7 à travers toutes les étapes d'un projet de production d'une exposition. Ici, vous avez le profil de l'exposition en musée de communauté à Equanichit, processus impeccable en termes de collaboration, de concertation, de négociation. Pour moi, c'est le modèle qui a fonctionné. On s'est tenu pas mal tout le temps dans les niveaux élevés de collaboration. Je vous montre ici avec les musées, très globalement, là, pour un musée précis. Vous avez l'ovale vert pâle, c'est toujours là que ça échappe. Donc, c'est comme si on me laissait aller dans les premières étapes de négociation, comment on devrait travailler. Il faut vraiment travailler en collaboratif, il faudrait faire telle chose, planifier ces étapes-là, commencer la collecte des contenus par la concertation, traitement des contenus, comme je vous ai montré, on va les faire comme on avait prévu avec des groupes de penseurs autochtones, d'artistes autochtones. On va faire avec eux le choix de la thématisation, des grands objectifs, etc. On va créer les idées de création de dispositifs de transmission avec nos artistes autochtones. Et quand on arrive à la production, là, il y a une reprise de pouvoir où plus rien de ça est respecté ou à peu près. Donc, pourquoi? C'est encore à me le demander. Dans cette expérience, dans une des expériences en musée, le document on va regarder ensemble où ça a échappé, le document de concept préliminaire ne tiendra pas compte des thématiques qui avaient été retenues lors de la concertation. Donc, la chargée de projet va déposer un concept qui ne tient absolument pas compte de tout le travail qu'on a fait, d'identifier des contenus, des axes, etc. Il y aura même un commentaire du comité aviseur autochtone comme quoi ça n'a aucun sens, mais on me dira à ce moment-là, le comité consultatif autochtone, il est consultatif, on n'est pas obligé de tenir compte de sa volonté. Sur 300 objets qu'avaient choisi les membres des Premières Nations qui ont participé à nos ateliers objets, seulement 30 seront dans l'exposition sur 300. J'avais rédigé une centaine de vignettes témoignages à partir pour accompagner les objets, à partir de ce que les gens avaient dit à propos de ces objets-là qu'ils avaient choisis. Donc, aucune ne sera utilisée. Aucune des recommandations des groupes de créateurs n'a été suivie.
bataille épique pour que les textes soient rédigés au nous. Hein, c'est notre parole, c'est nous qui parlons. Vraiment une bataille épique. Ça aussi, le comité des arts autochtones tentera aussi d'exiger ça, puis ça ne fonctionnera pas. On me dira, ben non, c'est la parole du musée, c'est pas la parole des Autochtones. La palette de couleurs a été respectée au début, mais ensuite, il y a eu un incendie et pour la deuxième mouture de l'exposition, ben, tout a été repeint en noir. Quand je vous disais avoir la mémoire de ce qu'on nous a demandé au départ, ben là, ça a complètement disparu pour ça. Et les recommandations de l'archéologue Claude Kistabiche pour la mise en espace des objets archéologiques n'a pas du tout été respectée. J'ai marqué etc. parce qu'il y a plus de problèmes que ça. Je veux quand même vous dire que l'exposition est très belle. Hein? C'est qu'elle n'est pas celle que tous ces gens-là, pendant 2 ans, avaient participé à penser. Et ça, c'est problématique quand ils viennent voir l'exposition et qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous envoie ça en rafale. Moi, j'ai été obsédée à essayer de trouver les raisons suite à cette expérience-là. Et j'aurais aimé trouver une belle, grande fondamentale là, qui explique tout, mais finalement, c'est un paquet de petits facteurs, la personnalité des gens, leur sensibilité, leur connaissance des cultures autochtones, la vision que le musée a de son rôle. Donc, on n'a pas la même mission ni les mêmes objectifs, moi comme chercheur et comme autochtone, et eux comme institution muséale. Je me ferais dire, par exemple, ben toi, tu veux travailler pour les Autochtones, mais c'est pas ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu travailles pour le musée. Il y a un non-partage du pouvoir flagrant. Hein? On a vraiment peur de laisser la page blanche à l'autre. Comme je vous disais tantôt, on va me dire c'est pas la parole des Autochtones, c'est pas votre parole, c'est la nôtre comme musée, c'est notre point de vue. Les méthodologies sont beaucoup trop rigides, sont trop linéaires pour travailler avec des cultures qui sont dans un autre mode de pensée. Donc, pour moi, ça, c'est de la méthodologie de design d'expo complètement dépassée et à revoir complètement. Donc, je répète, personnel non sensibilisé, non formé, manque d'humilité pour être derrière celui qu'on aide à se représenter. Hein. On dirait que les égos reviennent toujours en force, surtout à la fin, là, quand ça commence à se concrétiser. Par exemple, une personne au musée va me dire, par rapport à des témoignages d'une telle richesse que les gens nous ont livrés, ben, un bon historien aurait dit la même affaire que ce qu'ils ont dit, ce qui est aberrant. Et en parlant de la production vidéo, ben, il faut scénariser les vidéos pour leur faire dire exactement ce qu'on veut qu'ils disent dans le scénario qu'on a pensé. Donc, comme je vous disais tantôt, il ne faut pas pré-scénariser. Il faut laisser les contenus nous dire le scénario. Je voulais vous montrer que je donnais un cours à la maîtrise. Il resterait 10 minutes. Et c'est possible de former les gens pour penser de cette façon-là en développement de dispositifs de mise en valeur d'une autre culture ou d'une autre personne. Alors, ce sont des étudiants en art, donc qui sont habitués depuis des années à travailler sur leur langage artistique, leur production. En dedans de 45 heures d'un cours, c'est complètement gagné. Ils réussissent à vraiment comprendre comment c'est valorisant de travailler pour un autre. Donc, l'exercice, c'est de choisir une communauté de pratique dans la société civile et de travailler avec eux pendant ces 45 heures-là à identifier leur patrimoine, leur culture, leur micro-culture et de travailler des dispositifs pour la diffuser. Donc ici, c'est un groupe d'une association de pêche blanche sur le Saguenay. On continue un petit peu à identifier des problèmes, absence d'un porteur et gardien de l'intention collaborative à l'interne. Donc, au début du projet, il y avait un porteur de projet vraiment à l'interne qui croyait aux approches collaboratives. Il a été muté ailleurs. À ce moment-là, on recommence complètement à zéro, hein, les processus, tous les mouvements de personnel. Quand on est seul, là, comme conservateur autochtone, c'est une responsabilité énorme parce que
Il fallait à la fois faire la concertation, faire toutes les étapes de développement et former le personnel du musée. À un moment donné, j'ai dit, c'est pas ma responsabilité. Il faut que vous formiez votre personnel avant d'entrer dans des travaux d'une telle ampleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Les budgets ne sont pas pensés pour inclure des étapes collaboratives, comme je disais tantôt, la rigidité des méthodes. On appelle tout ça du racisme systémique. On entend beaucoup parler de ce temps-ci, mais déjà, il y a 10 ans, à cette époque-là, je me disais, est-ce que c'est ça? Je ne serais pas capable de vous le dire, mais je sens tout le temps, encore aujourd'hui, un manque de confiance envers nos compétences comme autochtones. La conviction du musée, du personnel du musée qui sont supérieurs, hein, que leur système de connaissances occidentale est supérieure au nôtre, une attitude très souvent paternaliste, condescendante et une instrumentalisation constante. Il faut vraiment rester réveillé pour ne pas se faire instrumentaliser. Refus des différences culturelles en termes d'esthétique, ça c'est tout le temps où ça échappe aussi. Il y a une dictature du bon goût dans les musées, les choses doivent être de telle façon, épurées, etc. Et c'est des référents culturels qui ne sont pas partagés par l'ensemble des cultures et auxquels, encore une fois, on a de la misère à s'adapter. Et peut-être, je ne vous mets pas tous les facteurs qui viendraient de moi, dont un qui est une extrême sensibilité, à ne pas être écouté, à ne pas être entendu, à vouloir que tout ça soit toujours en avant, tous ces contenus-là qu'on me donne. Et le sentiment d'urgence qu'on a comme autochtones, que les choses changent dans les institutions. Et ça, c'est toujours frustré. Je suis capable de comparer entre 2 expériences en musée présentement, 10 ans d'écart. Et à l'intérieur des musées, il se fait des choses comme engager, par exemple, un conservateur autochtone à l'interne, mais cette pauvre personne-là va tellement en avoir lourd parce que l'ensemble du personnel n'est pas formé et n'est pas capable de la suivre. Donc, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Je voulais vous montrer, entre autres, les problèmes de gouvernance. Hein, la gouvernance du musée reste très muséocentrée, ce qui n'est pas, comme on le veut avec l'échelle de collaboration, ce qui n'est pas ce qu'il faut faire en travail collaboratif. Donc, si vous avez un schéma, j'avais demandé à la chargée de projet pour une communication, veux-tu me donner l'organigramme du projet? Et vous voyez que l'Assemblée consultative autochtone et les Premières Nations sont vraiment dans le bas de la chaîne de gouvernance. Et moi, ben, j'inverse ça. Et je n'ai même pas d'effort, c'est tout à fait normal pour moi que je travaille d'abord pour les 11 nations que je veux aider à se représenter dans l'exposition. Et il faut que le comité consultatif autochtone soit décisionnel au même pied que la direction du musée et que mes organisations de recherche qui sont là, qui ont fourni l'argent et la méthode et l'énergie pour faire la concertation. On doit tous être décisionnels quand vient le temps de prendre les décisions. Alors, 2 témoignages, un de M. John Cree lors de la première grande assemblée avant la mise en marche du processus de collaboration qui dira qu'il faut que je me pince quand j'entre dans un musée pour être bien certain que je suis vivant. Tout me dit que je suis mort quand j'entre dans une exposition dans un musée. Puis est-ce que le musée n'aimerait pas mieux que les témoignages disent « c'est nous qui est là ». J'entre chez moi, quand j'entre dans la salle, je reconnais notre monde, j'ai été très touchée, très valorisée, je suis fière et rassurée. Madame Nolin à Equanichit. Donc, il me semble que c'est ça qu'il faut viser maintenant quand on travaille en contexte interculturel en musée. Suite à cette expérience-là, il a vraiment fallu moi, que je rentre dans un processus de guérison. J'avais le sentiment d'avoir trompé les 700 personnes que j'avais rencontrées et c'était impossible que tous ces contenus-là restent dans des boîtes en carton et soient jamais connus, jamais diffusés. Donc, travailler très, très fort avec mes équipes de la boîte aux Juifs
avec différents collaborateurs, encore une fois, et pour faire un livre où la parole, les gens, ce qu'il y avait à dire sur les objets. En fait, ce livre-là, c'est ce que j'aurais voulu et ce qu'aurait voulu que soit cette exposition-là. Donc, c'est le livre Voix, visage, paysage, qui est constitué uniquement de témoignages. Je suis absente de ça, sauf la préface. Donc, mon travail avec la collaboration de Jean Tanguay du musée et de Jacques Curtis, ça a été de faire une trame narrative à partir des 2000 pages de verbatim que nous avions, une ligne du temps où les gens qu'on a rencontrés interprètent eux-mêmes leur histoire, et une annexe super importante pour moi où tout ce que les créateurs, les gens qui ont participé au choix des objets, les concepteurs, les gens qui ont thématisé le contenu sont nommés et les résultats de leur travail sont là dans cette annexe-là. Donc, c'est ça qui m'a rassurée de me dire que ça existait quelque part. C'était pas suffisant, donc un site Internet où vous pouvez avoir l'entièreté de l'archive. Donc, tous les vidéos, toutes les photos, tous les témoignages sont retraçables par nation, par personne, par thématique sur ce site Internet-là. On avait fait une consultation à la fin. Il faut savoir se valider au début puis à la fin, en travail collaboratif. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cette archive-là? Et les gens nous ont dit, on ne veut pas qu'il y ait d'analyse. Il y aurait pu avoir plein de projets de recherche, il y a tellement de contenu dans ça. Pour le moment, non. Faites juste le rendre disponible. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, subvention de patrimoine canadien qui nous a permis de revisiter les 18 communautés. Vous savez, dans ce voyage-là, les gens m'avaient dit, oui, c'est beau, vous venez chercher nos connaissances, mais nous, on n'aura jamais les moyens d'y aller à Québec voir l'exposition. Donc, j'avais promis que j'essaierais de revenir. On a revisité les 18 communautés et pour leur apporter le catalogue, le site Internet, une projection 360 de l'exposition qu'ils ne pourraient pas voir et de donner des formations aux enseignants, aux conseils de membres sur comment utiliser l'archive et les témoignages. Je termine, je crois que j'ai fait mon temps, à peu près. Je termine en vous disant, je vous disais, ben, moi, c'est la prochaine action qui me permet d'aller plus loin. C'est pas tellement dans l'analyse. Et la prochaine action, ça s'est avéré être la création d'une chaire UNESCO sur invitation. C'est le Comité canadien des chaires UNESCO qui m'avait demandé de déposer une chaire juste au moment où je partais pour la retraite. Donc, ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais je voulais juste vous dire, on réfléchit beaucoup sur quelle serait une véritable gouvernance autochtone de la recherche. Donc, comment faire pour donner ce saut-là de chaire autochtone? C'est dans la gouvernance. Hein? Il faut absolument que la gouvernance soit autochtone. Donc, il y a tout un processus, encore une fois, 40 personnes qui sont venues réfléchir avec nous pendant 4 jours, qui ont fait ce modèle-là de ce que devait être cette chaire-là. Je n'ai pas le temps de développer avec vous, mais je me dis, c'est peut-être applicable cette réflexion-là en muséologie, pas seulement en recherche. Nous, on a vraiment travaillé avec on a 3 comités de gestion, de direction, comité des sages qui s'occupe des valeurs et de l'éthique et comité scientifique. Et le comité des sages est 100% autochtone, les 2 autres sont à majorité autochtone. Donc, depuis 2 ans, on travaille avec tous ces gens-là à développer des approches et des modèles de comment on pourrait travailler en recherche autochtone. Donc, voilà, je ne vais pas trop développer sur ça. Ici, vous avez tout ce qui est rouge, c'est partout. On travaille pour les premiers peuples, donc c'est l'assise. Et le centre, c'est vraiment le comité des sages qui définit la mission, les valeurs, etc. Et vous avez un paquet de partenaires. Et les petites lignes rouges entre les cercles, ce sont des comités aviseurs autochtones qui encadrent différents niveaux d'action de recherche.
Le comité des sages a terminé ce modèle-là dernièrement et ce que j'ai encadré en rouge, c'est ce qu'on ne réussit pas à faire vraiment dans le contexte muséal. Hein. Le concept du co-marcheur en Innu, que je ne m'essaierai pas à prononcer, marcher ensemble. Chercheurs communautaires et chercheurs universitaires collaborent d'égal à égal, marchent côte à côte, se soutiennent mutuellement, donnent sans retenue. Donc, est-ce qu'on est capable de faire ça dans un contexte muséal? Puis sinon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour que oui, ça devienne possible? Voilà. Alors, je crois que Laurent revient pour une discussion. J'espère que malgré le fait que je n'ai pas pu me mettre en mode plein écran, que vous avez pu suivre le propos et on continue en présence. Merci beaucoup tout le monde. Alors effectivement, je reviens sans transition. Elisabeth qui va se connecter maintenant avec nous pour une période d'échange. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. La prochaine session commence à 10h30, donc on va essayer d'être concis dans notre discussion. Elisabeth, c'est un grand merci. C'est une synthèse qui n'a pas été, qui est pas facile à réaliser. C'est un travail colossal qui a été réalisé pendant toutes ces années, au bénéfice de toutes et tous. Évidemment, avant d'être professeur d'anthropologie à l'UQAM, j'étais engagé au Musée de la Civilisation en tant que chargé de recherche. Et c'est notamment dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance d'Elisabeth et qu'on a développé donc un certain nombre d'actions communes qui donc me renvoie à cette période assez intense de notre travail en commun. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a différents enjeux que tu soulèves, différents enjeux très importants. On voit que tu t'es concentré aussi peut-être plus spécifiquement sur le travail qui a été réalisé avec le Musée de la Civilisation, sur cette exposition d'envergure, qui est quand même un travail de renouvellement très important qu'a entamé le musée en allant chercher tes compétences, en allant chercher également toute ton équipe. Peut-être, est-ce que, peut-être une première question, il y a déjà des questions qui sont adressées dans la boîte de dialogue, mais peut-être une première question, à la lumière de tes différentes expériences, et notamment, comme je le disais en présentation, tu as travaillé aussi avec des musées et des centres culturels autochtones dans les communautés. Je pense que tu as abordé dans la présentation, par exemple, la Maison de la Culture de Dequanichit. Et je trouve avec un point très important, c'est cette question des porteurs de savoirs familiaux. Mais est-ce que tu dirais aujourd'hui que les difficultés rencontrées au Musée de la Civilisation sont spécifiques à une question de musée national, finalement, ou est-ce qu'on rencontre aussi ce genre de difficultés dans les musées autochtones et que le problème, finalement, viendrait du concept même de musée? On l'a vu dans les citations, où on a quelqu'un qui dit « j'ai l'impression de rentrer dans un mouroir, dans un cimetière, etc. » Est-ce que le problème, au fond, avec ce patrimoine, ces savoirs qui sont expérientiels, vivants, ne viendrait pas du concept même de musée? Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de la différence que tu as pu vivre entre un musée national, une expérience dans le cadre d'un musée national et des musées autochtones. C'est certain que le concept de musée ne fait pas partie de la culture autochtone, hein, d'amasser des objets dans un lieu, pour les préserver, puis pour le futur, c'est vraiment une idée là, qui est absente de ces cultures. C'est quelque chose, par contre, qui progresse beaucoup. Du côté des communautés autochtones, je peux vous dire qu'en 20 ans, j'ai vu les premières expériences où les gens se demandaient à quoi ça sert, c'est quoi ça, pourquoi on ferait ça. Maintenant, presque toutes les communautés, ou en tout cas plusieurs communautés autochtones qui
qui ont le projet d'avoir une maison de la culture, d'avoir un petit musée chez eux parce qu'ils ont bien compris que c'est un outil de transmission vers l'extérieur de leur culture et vers l'intérieur, vers vraiment les générations, les écoles, les enfants, les jeunes dans leur propre communauté. Donc, c'est un concept qui est de plus en plus intégré dans les communautés autochtones. C'est de plus en si je pense aux premières expériences en muséologie avec des concepteurs autochtones, donc à Mastoyache, 2 bilangs à peu près. Et maintenant, c'est complètement changé. Les gens savent vraiment maintenant que c'est un outil de valorisation, d'empowerment, de transmission vers les jeunes, de mieux se faire connaître et ils veulent prendre possession de ce médium-là. Oui, on a vu aussi, je pense que ça a été assez clair dans ta présentation, que c'est un projet qui a mobilisé vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'équipes, de ton équipe, la Boîte Rouge Vif, Design Culture Matérielle, évidemment des porteurs de savoir dans les communautés, des équipes du musée avec tous les défis que ça a pu poser, un certain nombre de partenariats. Je pense que ça, c'est peut-être important aussi de mentionner qu'il y a un certain nombre de visites dans les communautés qui n'auraient pas pu être possibles s'il n'y avait pas eu de lien avec des subventions de recherche ou des groupes de recherche universitaires qui ont permis vraiment de développer certaines visites dans les communautés. Et donc, ça fait le lien peut-être avec une question qu'on a reçue là sur la boîte de dialogue de Jean-François Leclerc. Une exposition cherche à tenir compte de ceux à qui on veut communiquer et donc cherche à traduire notre propos pour être compris par le récepteur. Qu'en est-il de cette préoccupation dans ce processus? Ça, c'est une question, mais comme la boîte de dialogue a avancé pendant que j'étais en train de poser la question, c'est surtout la question par rapport à ce que je disais, c'est qu'un tel processus admirable et profond ne demande-t-il pas des ressources et du temps qui n'est pas à la portée de tous les musées? Je pense que ça, c'est une question extrêmement importante. C'est un exemple d'envergure, comme on l'a mentionné, beaucoup de moyens qui s'est fait sur le moyen terme, on va dire, quand même, c'est-à-dire au moins un horizon de 3 ans, même plus, 3-4 ans. Comment adapter finalement un tel processus dans le cas où on a des musées qui n'ont pas ces moyens, qui n'ont pas ce temps-là? Écoutez, ce que je trouve dur d'une telle communication, c'est pour ça que je ne veux plus en faire, parce qu'on ne peut pas faire toutes les mises en garde, on ne peut pas remercier tout le monde, on ne peut pas faire une analyse poussée, puis c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Puis ça nous met comme conservateurs autochtones dans des positions très, très, très difficiles. J'ai vu passer un message de Caroline Lantagne, qui a fait tout son possible, qui était chargée de projet. Et je tiens à dire que moi, j'ai gardé des bonnes relations. J'ai aimé tous les gens avec qui j'ai travaillé. Alors, ce n'est pas un problème des individus. Puis on sent tout le temps qu'on trahit d'un côté les gens des Premières Nations avec qui on a tant travaillé pour pouvoir leur permettre de s'exprimer, puis qu'on trahit le personnel avec qui on a travaillé, avec qui on a eu des très bonnes relations, dont toi, Laurent. Donc, ça, je trouve, c'est une position horrible. Et on est dans cette position-là comme conservateur autochtone automatiquement, dès le départ. Fait que ça, c'est quelque chose auquel il faudrait faire attention. Je ne pouvais pas nommer tout le monde qui a contribué, juste l'équipe de la Boîte Rouge Vif, tu le sais, qui a fait un travail extraordinaire. C'est terrible de ne pas les nommer. Les co-chercheurs, le personnel du musée, comme je disais, qui a travaillé très fort. Donc, je ne peux pas prendre le temps de tout faire. Ça prendrait 15 minutes au départ. Donc, nécessairement, on blesse quelqu'un là-dedans. Et c'est tellement quelque chose d'une grande envergure. Ça a été très difficile. Quand on a 20 minutes, c'est un horreur. Je me disais 45 minutes, c'est super, je vais avoir plus de temps. Puis finalement, j'en ai pas encore assez. C'est complexe comme processus. Ça prendrait, Caroline disait que ce serait le fun d'avoir le point de vue du musée.
Je pense que tu le sais, Laurent, j'ai demandé au moins, peut-être Jean Tanguay est plus au courant, mais j'ai demandé au moins pendant 3 ans au musée qu'on fasse un retour. J'étais la première à vouloir, avec tout le personnel, avec la direction, avec les gens impliqués, faisons un retour. C'est important. Je veux savoir, moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct aussi. Hein. Je vous l'ai dit, je ne suis pas capable d'analyser ça. Je suis juste capable de vous dire j'avais une hypersensibilité à rendre le message qu'on m'avait donné. Mais c'est problématique dans le cadre du musée. Le musée ne peut pas nécessairement être responsable au même titre que moi. Donc, ça aurait été bien de faire un retour. Puis encore une fois, c'était pas de manque de volonté. Je pense que tout le monde aurait aimé le faire. Et j'ai été en contact avec Dany souvent. Il faut qu'on fasse ça, Dany, il faut qu'on fasse ça. Oui, on va le faire. Ça fait 10 ans, on n'a pas eu une minute. Hein? Le personnel de musée est débordé aussi. Jusqu'où la direction est prête à donner le temps pour vraiment instaurer un tel processus. Puis je sais que les musées se battent au niveau des fonds. Donc, moi, mon projet de recherche par les organismes subventionnaires a amené plus d'1 million à ce projet-là. Il n'y a pas un musée qui est capable de mettre ça sur un tel projet. Alors, je suis consciente de tout ça, mais je ne peux pas me permettre de tout faire ces subtilités-là dans une communication. Non, mais c'est l'occasion peut-être d'en discuter un peu. Qu'est-ce que tu penses là justement de cette question d'un processus qui puisse être, comme ça a été développé, respectueux des voix, les mettre en valeur, mais pour des musées qui n'ont pas ces moyens-là? Est-ce qu'il y a des processus adaptés à ce temps plus court, à ces moyens moins importants? Facilement. Pourquoi je suis capable de le faire dans le musée de communauté? Sur un projet de 2 ans, un musée qui n'a pas de moyens. Pourquoi je suis capable que ça se passe super bien? Puis quand j'arrive dans un contexte muséal qui a quand même plus de moyens et beaucoup d'expertise, pourquoi là, ça échappe? Alors, comme je vous dis, il y a un paquet de petites raisons. Puis il y a aussi une raison peut-être plus systémique, plus reliée à la culture de ces lieux-là. Et ça change, mais c'est long, puis on trouve que ça va pas vite. Je connais des conservateurs autochtones à l'intérieur d'institutions autochtones. Présentement, je peux vous dire, avec Jean Tanguay avait organisé un symposium, un colloque avec des conservateurs autochtones, plusieurs d'Australie. On a passé 3 jours à discuter. Il y a un compte rendu dans la revue Recherche amérindienne au Québec. Et depuis ce temps-là, depuis 5 ans, une grande majorité a démissionné. Alors, le poids est trop lourd pour eux à l'intérieur de l'institution muséale et des grands musées australiens. Donc, après 4 ans, 5 ans, le poids est trop lourd parce que le personnel, l'institution n'a pas changé de paradigme. Alors, ça devient un poids énorme pour ces conservateurs. Mais non, ça ne coûterait pas si cher. Là, ça a coûté cher parce qu'on développait à mesure. On avait besoin de beaucoup de personnel. Mais il y aurait une procédure à créer qui pourrait être beaucoup plus souple et qui ne serait pas nécessairement plus cher. Je peux vous dire que ça coûte quasiment plus cher en bout de ligne de ne pas respecter la parole. On ne peut plus faire ça. Il faut y réfléchir. Et il y a quelqu'un qui posait la question, oui, mais le musée a la mission de rendre tout ça digestible pour un public. Là. Et c'est justement pourquoi c'est intéressant de travailler en collaboration avec la communauté, mais avec l'expertise du musée. Moi, je ne rejette pas l'expertise du musée. Elle est essentielle. Sauf que quand elle devient omnipotente, quand elle devient écrasante pour son partenaire, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit les deux en communication, en dialogue. Non, moi, je ne trouve pas que ça, c'est acquis. Et ça prend, même si les directions, dans l'expérience que je vis présentement, la direction va dire oui, on veut changer. Oui, maintenant, on veut travailler différemment. Oui, on va engager maintenant une ressource autochtone. Là, tout le monde en engage dernièrement. Oui, mais à l'interne, qu'est-ce que tu changes? Es-tu capable de changer ta façon de faire? Et non, pour le moment, non. Mais il y a une volonté de le faire.
Je ne sais pas si moi je vais voir ça de mon vivant, mais je pense que oui, c'est en processus, mais j'aurais fait une étape, tout simplement. Disons que peu importe c'est-à-dire il y a un certain nombre de constats que tu réalises, que tu formules, dont le musée a conscience, qui ont déjà peut-être été intégrés dans des nouvelles manières de faire. Je pense que cette exposition-là et son processus mériteraient un colloque en soi pour avoir les différents points de vue, entendre les différentes voix. Il y avait une question peut-être sur la question du partage. Est-ce que tous les musées peuvent aujourd'hui bénéficier des informations que vous avez recueillies pendant cette exposition? Alors, peut-être que l'ambiguïté se situe au niveau du terme information. Là, on peut entendre à la fois, est-ce que tous les musées peuvent bénéficier du processus, en tout cas des réflexions liées au processus, et est-ce que tous les musées peuvent bénéficier des données, des entrevues, de la documentation liée aux objets que vous avez accumulés, parce qu'on a vu que c'est vraiment très important, près de 4000 pages de verbatim, c'est énorme. Donc, il y a peut-être ces deux volets-là en termes de partage. En rendant l'archive disponible, elle devenait publique. Donc, vous avez sur ce site Internet-là, Voix, visage, paysage, les 250 heures de vidéo, les 2000 pages de verbatim, et on avait 10 000 photos, mais on a dû opérer des choix de tant de photos par nation. Donc, en étant maintenant sur le web, c'est quand même quelque chose qui est public, sauf qu'on nous avons une éthique personnelle à la boîte rouge juif de toujours informer les gens. Par exemple, dans la nouvelle exposition sur laquelle je travaille, on reprend ce matériel-là qui, à notre sens, a été occulté, mais on rappelle toutes les personnes pour les aviser et leur demander s'ils sont d'accord. Donc ça, c'est nous une position éthique qu'on a, mais il reste que l'archive est maintenant publique. Donc, les informations qui y sont accessibles. Sur la méthodologie, ben, c'est pour ça que je disais que j'avais mis toute l'annexe dans le livre Voix, visage, paysage. Je me disais, il faut qu'il reste quelque chose, absolument. J'avais essayé, les 3 ans de travail avec le musée, j'avais essayé de les convaincre de publier un catalogue sur le processus en disant c'est quelque chose d'unique auquel vous participez, il faut qu'on l'inscrive, il faut qu'on le documente. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc, moi, j'ai cherché les fonds et j'ai fait le livre avec l'archive, le site Internet et le guide méthodologique, plus largement qui parle de toutes nos expériences, autant au Brésil qu'au Québec. Donc, avec ces 3 ouvrages-là, plus le numéro de recherche amérindienne que j'ai dirigé avec Denis Bellemare, ben, on faisait le tour de publier pas mal de choses pour que ça reste, pour que les autres puissent continuer, parce qu'après 30 ans, j'avais rien. J'avais presque pas publié, toujours très occupée dans la recherche-action. Donc oui, c'est accessible. Merci, Elisabeth. Il y a d'autres… Oui, pardon, excuse-moi. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Il y a quelques questions qui te sont posées encore dans la boîte de dialogue, mais il faut malheureusement enchaîner, notamment le lien avec la guérison. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que toutes les institutions devraient fonctionner de cette manière et je pense que là, tu y as répondu aussi. C'est un virage nécessaire, selon toi, notamment lorsqu'on aborde les réalités autochtones. Peut-être qu'on va vous partager également le lien vers l'exposition du Musée de la Civilisation, qui est d'ailleurs actuellement, en raison du contexte, a été proposée en visite virtuelle. Bon, les contenus sont quand même limités par rapport à une visite en présentiel, comme on dit. Mais il y a quand même une bonne idée qu'on peut se faire avec cette visite en virtuel. Elisabeth, un grand merci. Je pense qu'on doit continuer les réflexions, y compris autour de cette exposition, mais plus largement autour de ces questions de l'autoreprésentation et différents thèmes qui vont être abordés, que tu as soulevés là, qui vont être abordés dans le reste de la programmation.
Alors, un grand merci, Elisabeth. Je souhaite un bon colloque à tous. Ce sont des questions importantes et ça prend le courage de les aborder. Merci. Merci.